Bonsoir, très bien, Tamsir. Bonjour tout le monde. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est un immense plaisir déjà de rejoindre ce panel et excusez-moi de mon retard, donc c'est la première chose à dire, je pense. Et je suis également très heureux de partager ce panel avec vous et surtout de voir l'un de nos produits, à savoir le Master MSI. Donc, Tamsir, c'est un honneur de partager ce panel avec toi, vraiment. Là, ça montre qu'au moins, quand même, nos enseignements, quand même, commencent à porter le fruit. Donc, je dirais même que ça commence pas, mais c'est une confirmation. Donc, les fruits sont là. Donc, alhamdulillah. Merci. Donc, pour juste me présenter, moi, je suis Ousmane Chiboudian. Donc, je suis enseignant chez Educat. Donc, je suis sur le plan professionnel, je suis data scientist, d'accord? Et aujourd'hui, je m'en vais participer à ce panel-là. Et moi, je vais plutôt rebondir étant donné que je prends le train en marche, donc je vais plutôt rebondir sur l'aspect technique un peu et donner un exemple d'application de ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire de l'utilisation de l'IA voilà, dans le domaine des boutiques en ligne, quoi. Et si vous me le permettez, je vais partager mon écran et je vais utiliser un diapo. Parce que ce dont je m'en vais l'exposé que je m'en vais vous faire, donc c'est un peu technique, donc le parler comme ça risque d'être aérien, donc OK. je vais partager un peu mon écran. Voilà. OK, d'accord. Donc, vous allez nous parler des tendances émergentes de l'intelligence artificielle actuellement dans le Voilà. domaine du e-commerce, c'est ça. Et les opportunités qu'offrent ces technologies-là aux commerçants. D'accord, merci. OK, d'accord. Voilà, donc l'idée donc c'est de parler de l'IA au service. Donc il faut donc on va directement passer à la problématique. Donc ici l'idée c'est de savoir donc comment l'intelligence artificielle peut être mise au service des boutiques en ligne. Donc a priori donc il faut comprendre que l'IA est un domaine très large, d'accord. Et l'IA est constitué par des sous-domaines. Et parmi ces sous-domaines-là, on peut citer par exemple le machine learning, le deep learning, mais il y a une partie en particulier qui nous intéresse ici et qui constitue en même temps ma spécialité, à savoir ici l'analyse prédictive. Et aujourd'hui, quand on parle de l'analyse prédictive, on ne peut pas parler de l'analyse prédictive sans pourtant parler du domaine qui englobe tout ça, à savoir ici la data science, d'accord? Et donc, la solution même l'exemple auquel je m'en vais vous présenter, donc, c'est en fait, c'est un outil d'aide à la décision, voilà, construit à partir de la théorie que l'on bénéficie à partir de la science des données, d'accord? Et déjà, la première question était de savoir donc, quelles sont les tendances émergentes en matière d'intelligence artificielle. Je pense que là, je pense que le monsieur qui est exposé, qui est exposé en Monsieur premier, Diouf. monsieur Diouf, oui, monsieur Pierre Diouf, excusez-moi, que j'ai salué au passage, il a déjà donné des exemples concrets pour ce qui est de l'application de l'IA. Autrement dit, l'application d'IA dans ce qui est des boutiques en ligne. Donc là, je pense qu'en parler sera une répétition. Et pour ce qui est de la deuxième question également, donc je pense qu'il en a un peu briefé, à savoir ici comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour automatiser un peu. Donc là, moi, j'ai envie juste parler de deux modèles spécifiques qu'on utilise souvent pour ce qui est de la tarification dynamique. Donc l'IA permet la mise en place donc, de stratégie, d'accord. Et c'est donc pour ce qui est de la tarification dynamique, souvent nous, en tant que data scientists, on fait recours à ce qu'on appelle des modèles bayésiens. Et ces modèles bayésiens parfois nous permettent d'étudier ce qu'on appelle l'élasticité du prix, c'est-à-dire on cherchera donc à voir quel est l'impact de l'offre et de la demande sur la variabilité du prix. Et pour ces genres d'études-là, donc on fait appel souvent à des modèles de régression, mais pas des modèles de régression classiques, comme par exemple ce qu'on a eu à voir dans les cours classiques. Mais il s'agit donc des modèles basés sur des modèles d'intelligence artificielle de machine learning, et en particulier ce qu'on appelle la régression de Poisson. Et aujourd'hui, donc, oui, la régression de Poisson. Aujourd'hui, oui, alors on va un peu expliquer pour que notre public puisse comprendre un tout petit peu, parce que là, c'est un peu technique. Donc, on utilise des algorithmes, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, la régression, etc. Donc, pour pouvoir anticiper sur les prix des produits, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, je prends un exemple. Par exemple, si
si on a, par exemple, des prix, hein, des prix de vente du genre, donc on peut chercher à savoir, est-ce que, donc, quel est l'impact, c'est-à-dire de l'offre et de la demande par rapport à la variabilité du prix? Est-ce que l'offre a un impact? Oui. Est-ce que l'offre a un impact? Donc, toutes ces informations-là, c'est l'algorithme de machine learning qui nous fournit ces informations-là. Il ne s'agit pas seulement de faire une prédiction et de se dire que donc, le modèle nous permet de dire que donc, du genre, en 5 ans, on peut atteindre un prix ou bien le prix peut varier de temps. Non, non. Donc, le modèle est capable de nous dire, c'est-à-dire réellement, est-ce que, c'est-à-dire que l'offre ou bien la demande, est-ce que ces éléments-là, ou bien, voilà, il y a, là j'ai pris tout simplement deux inputs, mais ça peut être d'autres facteurs. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influenceraient sur la variabilité du prix? Maintenant, en fonction de ces informations-là, maintenant, le décideur peut, en fonction de ces informations-là, prendre des décisions et donc orienter son commerce. Donc, c'est ça l'idée, en fait. D'accord. C'est ça qu'on essaie d'expliquer à travers ces deux exemples-là. D'accord. Donc, c'est les prix que le client verrait au niveau du site. Donc, par rapport à cette variabilité-là, comment l'offre et la demande pourraient influencer sur le prix-là. Sur le prix. Tout ça, c'est-à-dire cette étude se fait en amont, etc. Donc, voilà, du genre. C'est-à-dire que le modèle donc, va se baser sur les données historiques. C'est-à-dire une fois que les ventes sont déjà faites, donc nous, on va recueillir les données et on va utiliser les modèles et les entraîner dessus pour en tirer de la valeur. Quoi. Donc, c'est ça l'idée en fait. Et donc, pour aller vite encore, donc moi, je vais essayer d'aller vite et donc stagner au niveau de la question 3, qui était de savoir comment l'intelligence... Oui. Comment l'intelligence artificielle peut aider à prédire les tendances? Oui, les tendances. D'accord. Et donc, il faut noter avant ça, je pense qu'on pourrait peut-être donner la parole à M. Diouf. Oui, d'accord. Oui, après, on revient sur ça. Donc, si je comprends bien, donc, cette partie de démonstration, donc, on a aujourd'hui la chance peut-être d'avoir un modèle carrément et comment les gens arrivent à déterminer les prix à partir de l'intelligence artificielle. Donc, à peu près, c'est ça que M. Bodian veut dire. Bon, c'est un peu technique peut-être pour certains, mais en gros, c'est ça. Comment le décideur ou bien celui qui vend peut fixer ses prix en fonction de l'offre et de la demande. C'est tout simplement ça. Donc, de ce point de vue aussi, on voit que l'intelligence artificielle aussi nous aide à déterminer les prix, donc le prix optimal qu'on pourrait avoir pour pouvoir écouler nos produits le plus rapidement possible. Donc, M. Bodian, donc je pense que on va vous donner la parole. Donc, vous pouvez peut-être partager votre écran et nous parler un peu de l'intelligence artificielle qui pourrait aider à faire ces prédictions de tendance et les comportements d'achat des consommateurs. Aussi, vous pourrez aussi après nous parler des impacts sur les prises de décision en termes aussi de marketing surtout et d'inventaire aussi de stock. Voilà, merci encore une fois, Tamsir. Donc, je vais juste essayer de répondre à la question 3, à savoir comment l'intelligence artificielle peut aider à prédire les tendances et les comportements d'achat des consommateurs. Il faut comprendre que dans le jargon purement des scientifiques, on a ce qu'on appelle pour ce qui est de cette problématique-là. Je pense que c'est Wedi Khan qui en a parlé tout à l'heure. Donc, elle disait qu'en fait, en termes d'intelligence artificielle, tout dépend de ce qu'on appelle la problématique. Parce que chaque problématique a un type modèle adapté à une telle, ou bien chaque type de données, on a un type de modèle adapté à ces types de données-là. Et pour ce qui est pour ce qui est des ventes en ligne, souvent, le modèle approprié, ce qu'on appelle les algorithmes non supervisés. C'est quoi un algorithme non supervisé? C'est un algorithme où on n'a pas forcément une variable cible, c'est-à-dire une variable à expliquer. C'est-à-dire, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas donc au départ, on ne va pas se dire donc on va prédire par exemple le prix de vente ainsi de suite. On va prédire le prix de vente des produits. Non, non. Donc pour ce qui est des ventes en ligne, donc l'idée donc c'est d'utiliser ce qu'on appelle les algorithmes non supervisés, ce qu'on appelle des algorithmes de clustering, c'est-à-dire de regroupement. Et le terme approprié, ce qu'on appelle la segmentation du client, ce qu'on appelle
Customer Segmentation, d'accord? C'est la segmentation du client. Voilà les types d'algorithmes qu'on utilise souvent pour étudier pour analyser ces genres de données-là. Donc, l'idée de base, donc, c'est d'essayer de voir quels sont les comportements similaires au niveau des clients. Comme l'a suggéré, comme l'exemple, je vais reprendre l'exemple pertinent de Tamsir. Est-ce qu'un client qui va acheter, par exemple, du café, est-ce qu'il va forcément donc, acheter? OK. Donc, je disais comme quoi, donc, dans le cadre donc, de ce que je m'avais vous présenté, donc, cela va partir donc, d'un modèle, donc, d'une problématique classique, ce qu'on appelle la segmentation des clients. Mais nous, on va essayer d'aller au-delà. C'est-à-dire, au lieu de répondre à une problématique classique, nous, on va essayer de faire un alliage entre la segmentation et la prédiction. On va essayer d'expliquer un peu. Donc, il faut comprendre déjà pour ce qui est de la segmentation des clients, donc les algorithmes qui sont utilisés, ce qu'on appelle les algorithmes de clustering. D'accord? Donc, il y a deux types d'algorithmes souvent qui sont utilisés dans ces types de données, pour ce qui est des ventes en ligne et autres. Ce qu'on appelle les algorithmes supervisés, où on a, par exemple, le prix à prédire. Donc là, on cherche donc l'influence, par exemple, de l'âge ou bien du milieu de résidence sur le prix. Est-ce que cela a un impact? Dans ce cas, on parle de modèle supervisé. Mais dans le cas, par exemple, de ces genres de vente en ligne, donc souvent on fait recours à ce qu'on appelle des modèles non supervisés, où au départ, on n'a pas de variable target, mais on cherche à voir donc, quelle est la similarité au niveau des clients. Est-ce que, par exemple, les clients qui achètent du lait, est-ce qu'ils vont, est-ce que c'est forcément ils vont acheter également, du sucre, ainsi de suite. D'accord. Et pour ces genres de thématiques-là, les algorithmes qu'on utilise souvent, ce qu'on appelle les algorithmes classiques, on en a deux, ce qu'on appelle l'algorithme PCA et l'algorithme K-means. Donc, ces deux algorithmes donc, se reposent sur ce qu'on appelle des axes de projection, ce qu'on appelle les axes composantes principales. D'accord? Mais il faut comprendre que ces deux premiers modèles, c'est des modèles purement statistiques. Donc, à un moment, donc, ces modèles donc, marchent à condition que l'on ait en fait une certaine corrélation, un lien entre par exemple, les données. Par exemple, si vous regardez l'image que j'ai eue, le petit exemple qu'on a ici, par exemple, si on prend les deux là, par exemple, là, le PCA, donc si on utilise, on suppose qu'il y a un lien, par exemple, entre les variables explicatives. Mais si parfois on a des données, par exemple spirales, où on n'a pas forcément une tendance linéaire entre les variables qu'on va utiliser dans le modèle, dans ce cas, ces deux modèles-là peuvent être limités. Dans ce cas, donc, raison pour laquelle souvent on fait appel au modèle Bayesian et plus particulièrement au modèle UMAP, d'accord? Et dans l'exemple que je m'avais présenté, moi je vais mettre l'accent sur le modèle UMAP et je vais expliquer, je vais argumenter le pourquoi de ce modèle-là et qu'est-ce qui fait sa particularité, d'accord? Par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, donc nous, c'est-à-dire que là, on va partir de quoi? D'une vente en ligne. Donc, nous, on va partir d'un exemple classique de vente en ligne. Donc, on a en fait des données qui concernent en fait des ventes en ligne de disques. C'est-à-dire, il y a des clients qui ont eu à faire des commandes sur des disques, n'est-ce pas? Et ces commandes se sont basées sur leurs préférences, le type de musique, la préférence sur les artistes, n'est-ce pas? Leur localité et autres. Mais en même temps, en dehors des caractéristiques sur les types de clients, on a également la date d'achat, d'accord? Et c'est ce qui fait un peu la particularité de nos données. Donc, d'une manière classique, les gens, quand ils font des études de segmentation des clients, ils se focalisent sur les comportements des clients. D'accord? Alors que nous, dans nos données, on va mettre l'accent sur déjà le comportement des clients, mais également on va mettre l'accent sur l'aspect prédictif, c'est-à-dire que sur la variable temporelle. Autrement dit, ce qui nous permet donc de nous poser la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle serait donc la probabilité pour qu'un client qui ait déjà acheté un produit revienne dans les prochains jours à venir? Donc, c'est ça que nous cherchons nous à répondre dans cette problématique. Raison pour laquelle donc, j'aimerais vous faire juste un exemple, présenter une application qui a été développée dans ce sens-là. Donc, déjà, l'application donc, dans un premier temps, donc, l'application donc, va répondre à la problématique classique. C'est-à-dire, va regrouper les clients suivant leur comportement d'achat. C'est-à-dire, c'est-à-dire que donc on obtient ce qu'on appelle des groupes, ce qu'on appelle des clusters, d'accord? Maintenant, étant donné qu'on a une variable temporelle, nous on a utilisé la projection grâce au modèle UMAP et on a fait beaucoup de feature engineering et ça nous a permis d'enrichir notre donnée
jusqu'à donc créer une variable, une variable cible. Et cette variable cible, donc, c'est une variable cible qui nous permettait de voir, c'est-à-dire dans les 90 jours à venir, c'est-à-dire dans les 3 mois qui viennent, quelle est la probabilité qu'un étudiant, du moins qu'un client, revienne dans la boutique et nous acheter un nouveau disque. Et maintenant, en fonction donc de cette prédiction-là, ça va nous permettre de faire quoi? C'est-à-dire à chaque fois, pour chaque client, nous, on a la probabilité qu'il revienne nous acheter un disque. Maintenant, donc, on chercherait donc, le modèle est capable donc, à la fin, le modèle est capable de nous fournir les variables qui influenceraient le retour du client dans les 30 prochains jours à venir. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Oui. C'est-à-dire qu'on a un outil, c'est-à-dire cette application-là donc, a pour but de nous fournir, c'est-à-dire vers la fin, c'est-à-dire que ça nous donne en fait une idée des variables qui influenceraient sur le retour du client. Est-ce que c'est lié à leur âge? Par exemple, est-ce que c'est les clients âgés entre 18 et 21 ans qui reviennent le plus? Est-ce que c'est l'âge qui influe sur le retour d'achat? Est-ce que c'est leur milieu de résidence? Est-ce que c'est les préférences en termes, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on cherche à avoir. Ce n'est pas seulement l'aspect prédictif, ou bien le fait que le client, le fait de dire que donc, dans 50 jours ou bien dans 30 jours, le client va revenir, ce n'est pas seulement ça, mais ce qui est réellement le décideur, c'est de savoir donc, c'est-à-dire sur quelle base, donc, quelles sont les features, c'est-à-dire les variables qui influenceraient le retour du client dans les 30 prochains jours. Donc, c'est à partir de cette probabilité-là, voilà, le modèle donc, va faire sa prédiction à partir et nous fournir cette probabilité et en même temps nous fournir des variables importantes. Et donc, si vous me le permettez, moi, je vais juste vous montrer le fonctionnement de cette application et ensuite quitter parce que j'ai un rendez-vous. Je l'avais expliqué à Tamsi. J'ai remis terre et ciel pour pouvoir participer parce que c'est quelque chose qui est très... qui me parle énormément. Donc, je vais juste, si vous me permettez, je vous montre un peu l'application ou bien c'est bon? Oui, c'est bon, allez-y. Voilà. Ouais. Donc, juste pour résumer, donc l'application va nous permettre de dire que notre client qui avait acheté, donc dans combien de jours, ou bien à une date T, est-ce que le client va revenir pour acheter encore, en résumé. Donc voilà, donc c'est ça l'application. Voilà, c'est ça l'application. Par exemple, dans un premier temps, on a ici les données. C'est-à-dire que ça, c'est nos prédictions. Ça, c'est les données initiales, c'est-à-dire voilà, les données historiques. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a les identifiants des différents clients, on a les prix unitaires, les quantités d'achat, d'accord, voilà, le temps passé, ainsi de suite. On a voilà, le type, d'accord, le type de musique, d'accord, parce que c'est des ventes de disques en ligne, d'accord, le type de musique qui a été commandé, l'album, ainsi de suite, et voilà, et également le nom d'artiste. Donc, on a ici quelques variables qu'on a eu à illustrer. D'accord. Et maintenant, là, ici, comme vous pouvez le voir, ça, c'est la prédiction finale. Parce que nous, au départ, on n'avait pas de variable target. Donc, si on n'a pas de variable target, d'habitude, on utilise des modèles de clustering. Mais nous, on s'est débrouillé à partir de ces variables-là, on s'est débrouillé pour créer une variable target à partir de la variable temporelle, à partir des différentes dates d'achat. D'accord. Et à partir de cette variable target-là, nous, on a fait des prédictions qui nous ont fourni ici la probabilité dont on en parlait tout à l'heure. Par exemple, ici, quand on regarde la probabilité, donc on voit que c'est 0,88, c'est-à-dire qu'il y a une forte probabilité que ces clients-là ne reviennent pas dans les 30 prochains jours à venir, ainsi de suite. D'accord. Alors que ici, si je prends ce client-là au niveau 6, donc les données montrent qu'il y a une forte probabilité à autour. Donc, on a 74% de chances que ce client-là revienne dans les 30 prochains mois à venir. Exemple. Voilà. Et donc, quand on regarde les autres aspects que nous offre déjà ce modèle, donc, par exemple, quand je prends un client en particulier, donc, l'application nous fournit donc cette probabilité dont je vous parlais. Déjà, donc, on a un regroupement des différents clients, donc, vis-à-vis de leur comportement. Et si on regarde en bas également, donc, on a ici les tendances, c'est-à-dire les tendances au fil des années, parce que ici, la donnée a été requise de 2009 à 2013, d'accord. Donc, on a les différentes tendances d'achat, voilà, au fil des années, d'accord. Voilà. Maintenant, là, à ce niveau-là, on a ici un peu le comportement des clients. C'est-à-dire ici, quand on regarde bien, donc les données déjà nous montrent donc les clients ayant
acheter, donc, c'est-à-dire que la vente de disques, la vente de musique de nature métal est chantée par un artiste du nom de Metallica. Donc là, les données montrent qu'il y a une forte tendance pour ce qui est de ces types d'achats-là, et ainsi de suite. Donc le modèle déjà nous fournit ces genres d'informations-là. D'accord? Et là, on a les différentes prédictions. Et encore une fois, l'idée, l'aspect prédictif n'est pas la seule finalité. Mais également, ce qui est plus important, c'est le retour après la prédiction. C'est-à-dire, que va nous permettre de tirer, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut tirer du modèle? Et donc, pour répondre à cette question, je dirais tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fera en amont. C'est-à-dire, une fois qu'on a les différentes probabilités là, on peut se fixer un seuil. Par exemple, moi, je peux me dire, donc, souvent, il y a des calculs qui se font. Et ces calculs-là se font suivant ce qu'on appelle les valeurs quantiles. Par exemple, je peux me dire, je prends la quantité d'ordre 80. C'est-à-dire, à 80%, je peux fixer un seuil de 80% de probabilité. Et donc, tous les achats qui ont une probabilité de supérieure à 80%, je fais un filtre et je retiens ces individus-là et je fais une analyse de tendance, de comportement et je regarde quels sont les comportements des clients qui ont une forte probabilité de revenir. Maintenant, en fonction de ces tendances-là, je crée un rapport et je fournis ça à mon décideur. Je lui dis, boss, donc les données montrent que donc, les clients qui ont par exemple acheté telle musique, ou bien qui sont âgés de temps et qui viennent souvent à telle heure, ils sont susceptibles. Donc, ce sont ces clients-là qu'il faut, il faut essayer de voir leur type d'achat et mettre en avant ces produits-là parce qu'on voit que ces produits-là marchent beaucoup dans les marchés. Ces produits-là sont susceptibles de marcher le plus dans les 30 prochains jours à venir. Donc, voilà en idée, voilà. De ce qu'on pourrait faire dans cette activité. Voilà, ok, ça c'est super, ça c'est un excellent outil et ce qui va permettre même à ce décideur-là de voir si le produit est disponible ou pas. Donc s'il n'en a pas, donc aller en chercher pour son stock. Donc ça c'est une application très très intéressante. Donc il y a aussi tout ce qui est segmentation des clients parce que tout à l'heure vous avez parlé d'âge, du genre, le sexe par exemple. Donc là, par exemple, ceux qui font les publicités, par exemple, sur Facebook, Facebook Ads, par exemple, ils peuvent directement savoir qui cibler. Donc, en ce moment-là, effectivement, cette application, elle est très, très intéressante. Donc, faire tout ce qui est campagne de marketing sur ce produit-là, ou bien même faire du mailing en même temps aussi. Ces clients, une fois qu'on les a, on peut écrire un mail, leur dire que, par exemple, il y a une réduction de, par exemple, 10% dans ce produit-là si vous achetez et puis c'est sûr qu'ils vont venir. Donc, bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été développé. Bon, à peu près, c'est ça. Et puis, pour les sites en ligne, je pense que, M. Bodian, cette application pourrait être intégrée par API, par exemple. Oui, bien sûr. Dans Parce un que, site. comme vous pouvez le voir, actuellement, elle est actuellement déployée. Donc, ça se trouve sur un site personnel. Donc, c'est purement personnel. Mais toutefois, ça peut faire l'objet d'un. C'est-à-dire qu'on peut mettre ça en ligne. On peut mettre ça à la disposition du décideur. C'est-à-dire qu'on peut développer ce genre d'application-là et les mettre à la disposition du décideur. Toujours est-il que, comme l'a souligné les panélistes qui m'ont précédé, souvent, donc en termes de limites, je dirais qu'aussi au Sénégal, ce qui nous bloque souvent pour le développement de ce type d'application, c'est l'accès aux données. D'accord. Oui, tout à fait. Si on a des données, donc les solutions ne manquent pas. Ça, Malheureusement, on ne nous donne pas de données. Nous, les on est là, on subit parfois. Et pourtant, ça, par exemple, si un site e-commerce l'avait et l'intégrait, ça allait vraiment optimiser les ventes et tout, donc générer beaucoup plus de ventes. Merci beaucoup en tout cas pour la pertinence et cet exemple pratique de l'intelligence artificielle dans les boutiques en ligne. Merci beaucoup, M. Bodian. Donc, merci à vous. Je vais couper le partage.